Personne ne se présente. Et ce détail change tout. Pendant que le pays regarde ailleurs, une institution censée ne jamais vaciller se vide de l'intérieur. Des milliers de procureurs, d'agents, de cadres quittent le département de la justice. Pas dans le bruit, pas dans le chaos, mais dans un silence lourd, presque clinique. Voilà le paradoxe. Plus les affaires deviennent graves, moins il reste de gens pour les faire tenir. Et ce n'est pas une crise abstraite. Si la justice ralentit, si les tribunaux se grippent, ce sont tes droits, ta sécurité et les règles du jeu qui deviennent négociables. Vendredi, à Minneapolis, la question est posée publiquement. Face aux caméras, le numéro 2 du DOJ, Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, est interrogé sur ses démissions en cascade. Sa réponse? Aucune. Pas un mot, pas une explication, juste le vide. Mais voici le détail que presque personne ne relève. Quand ceux qui font fonctionner le système partent tous en même temps, ce n'est plus une crise politique, c'est un point de bascule. Et ce qui vient ensuite te concerne directement. Ce qui se passe à Minneapolis n'est pas un accident isolé, c'est un signal. Et pour le comprendre, il faut résister à un réflexe courant, regarder cet épisode comme une simple querelle interne au département de la justice. Les faits montrent autre chose. Des procureurs fédéraux, des agents du FBI, des responsables de divisions entières parlent ouvertement de partir. Certains l'ont déjà fait. Des milliers, selon ce qui est affirmé à l'antenne. Pas après une défaite électorale, pas après une réforme annoncée, mais au cœur même de dossiers sensibles, alors que des affaires majeures sont encore en cours. La question n'est donc pas seulement « que s'est-il passé ?» La vraie question est plus inconfortable. Qu'est-ce qui pousse des professionnels dont toute la carrière repose sur la discrétion, la stabilité et l'institution à choisir l'arme la plus extrême, la démission? Dans le monde judiciaire, partir n'est pas un geste neutre. C'est un aveu que quelque chose ne peut plus être corrigé de l'intérieur. Et remarque bien ce cadre, Minneapolis, Washington, la division des droits civiques, le FBI, des lieux différents, des fonctions différentes, mais un même mouvement. À partir de là, ce n'est plus une série d'incidents. C'est un motif. Et une fois qu'un motif apparaît, la suite devient beaucoup plus prévisible. Car si ce schéma continue, la question n'est plus qui part, mais qu'est-ce qui reste? Voici l'affirmation centrale et elle est lourde de conséquences. Ce n'est pas une fuite ordinaire de personnel, c'est une rupture ouverte avec la chaîne de commandement. Le fait clé est dit sans détour à l'antenne. Des milliers d'agents, des milliers d'avocats ont déjà quitté le DOJ et le FBI. Ce ne sont pas des stagiaires, ce sont des procureurs, des agents chevronnés, des cadres intermédiaires, des responsables de divisions entières. À Minneapolis, un bureau fédéral est décrit comme déjà à moitié en sous-effectif, avec à peine quelqu'un pour poursuivre les affaires de drogue, de fraude ou de corruption publique. Regarde maintenant ce détail précis, presque banal en apparence. Vendredi, lors d'une conférence de presse, Todd Blanche est interrogé sur ses démissions. La question est claire, la caméra est là, et sa réponse est le silence. No answer. Ce n'est pas une citation spectaculaire, mais c'est une scène, et ce silence est un fait. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Dans ce système, quand les carrières reposent sur l'obéissance aux règles et aux juges, le silence public face à une hémorragie interne n'apaise rien. Il accélère. Et c'est exactement à ce moment-là que l'histoire commence à s'emballer. À partir de là, la situation ne stagne pas. Elle s'aggrave. Et elle le fait d'une manière très précise. Les démissions ne viennent plus seulement après coup. Elles arrivent pendant que les décisions se prennent. Des juges à Minneapolis signalent qu'en un seul mois, janvier, plus d'ordonnances judiciaires auraient été violées que dans toute l'histoire de certaines agences. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat formulé par des magistrats en exercice. Et dans ce monde-là, ce genre de phrase n'est jamais prononcé à la légère. Pour comprendre l'escalade, il faut se souvenir d'une règle implicite. Le DOJ peut survivre à des scandales, mais pas à la normalisation du chaos. Or, ce qui est décrit ici devient routine. Délai manqué, déclaration mal déposée, procédure de base non respectée. Dans un cas évoqué à New York, le bureau du procureur fédéral explique à un juge qu'il n'est pas prêt pour un procès majeur de trafic sexuel, faute de ressources. Le juge est stupéfait. Même les avocats de la défense, habituellement demandeurs de délai, exigent d'aller au procès.
Mais voici le point de bascule. Quand l'exception devient la norme, ce n'est plus un dysfonctionnement temporaire. C'est une nouvelle façon de fonctionner. Et une fois que ça s'installe, revenir en arrière devient beaucoup plus difficile. Voici maintenant l'élément qui change définitivement la lecture de toute cette affaire. Pas un commentaire, pas une analyse, un enchaînement de faits. À Minneapolis, un procureur fédéral très respecté, présenté comme l'un des piliers du bureau, quitte son poste. La raison évoquée à l'antenne est précise. On lui aurait demandé de ne pas enquêter sur le meurtre de Renée Nicole Goode, mais de s'intéresser à sa veuve, qualifiée potentiellement de terroriste domestique. Ce détail est factuel. Et il crée une fracture immédiate entre le discours officiel et ce qui se passe réellement sur le terrain. Ajoute à cela une autre scène. En Géorgie, des agents de la DEA sont décrits comme surveillant le domicile de Georgia Fort, journaliste primée, après qu'elle a filmé avec Don Lemon devant une église à Saint-Paul. Elle pense être en danger. Elle doute même de l'existence d'un mandat valide. Ce n'est pas une rumeur, c'est ce qui est raconté à l'antenne. Et puis, il y a Don Lemon, un journaliste connu, public, identifié. Dans des situations comparables, les usages du DOJ sont clairs. Une convocation, pas une arrestation nocturne. Ici, c'est l'inverse. Menotté, emmené à 23 heures, une nuit en détention. Voici la contradiction centrale. Ce que le DOJ dit défendre et ce qu'il fait ne coïncident plus. Et quand cette ligne est franchie, tout le reste suit. À partir de là, tout s'accélère. Pas une grande explosion. Une série de chocs rapides empilés les uns sur les autres. D'abord, des bureaux déjà exsangues. Minneapolis est décrit comme incapable de traiter même une fraction de ses dossiers habituels. Ensuite, des ressources détournées. À New York, le bureau du procureur fédéral explique être trop absorbé par l'examen des dossiers Epstein pour préparer un procès majeur de trafic sexuel impliquant 2 frères de l'immobilier à Miami. Le juge n'en revient pas. Les avocats de la défense, eux, veulent avancer. Une scène presque irréelle. Puis, il y a les signaux internes. Des procureurs de carrière expliquent que des décisions prises dans les dernières 24 heures l'ont été contre l'avis véhément de pratiquement tous les échelons professionnels. Dans ce milieu, c'est rarissime. Enfin, l'effet domino. Des agents sont réassignés à des poursuites perçues comme des représailles politiques, pendant que des crimes lourds restent sans suite. Rien de tout cela n'est spectaculaire isolément. Mais ensemble, ces éléments racontent une perte de contrôle, une institution qui n'a plus le luxe de choisir ses priorités. Et quand la justice commence à courir après les événements au lieu de les encadrer, une seule question reste en suspens. Que se passe-t-il si cela continue? À ce stade, il faut sortir des couloirs du pouvoir et regarder ce que cela signifie pour toi concrètement. Quand des bureaux fédéraux tournent à vide, ce ne sont pas des concepts abstraits qui disparaissent. Ce sont des enquêtes qui n'aboutissent pas, des victimes qui n'ont jamais de procès, des dossiers qui prennent des années ou qui sont tout simplement abandonnés. Les faits évoqués sont clairs. À Minneapolis, un bureau qui traitait des centaines d'affaires par an n'en traite plus qu'une fraction. Et chaque affaire manquante correspond à quelqu'un, quelque part, qui attend une réponse. Imagine ce que cela change au quotidien. Des réseaux criminels moins surveillés, des fraudes qui restent impunies, des violences qui ne sont plus traitées au niveau fédéral faute de personnel. Même les juges commencent à perdre confiance. Ils voient des délais manqués, des règles de base non respectées. Et quand un juge doute de la capacité de l'accusation à faire son travail, c'est tout l'équilibre du système qui se fragilise. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de fonctionnement. Une justice qui ralentit ne s'arrête pas proprement. Elle se fissure. Et ces fissures, ce sont les citoyens ordinaires qui vivent avec. Si cette sensation te semble familière, dis-le dans les commentaires. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut lever les yeux au-dessus des personnes et regarder le mécanisme, pas les intentions déclarées, les incitations réelles. Le DOJ fonctionne sur une règle simple, la crédibilité est sa monnaie. Les procureurs obéissent parce qu'ils croient que le système protège la loi, pas un agenda. Mais quand les décisions commencent à ignorer les avis internes, à contourner les usages établis, cette monnaie s'effondre très vite.
Voici le levier central, le pouvoir par le chaos. Quand une institution est vidée de ses professionnels les plus expérimentés, ceux qui restent perdent la capacité de résister. Pas par lâcheté, mais par épuisement. Les dossiers s'accumulent. Les priorités sont imposées d'en haut. Et le coût de dire non devient plus élevé que celui d'obéir ou de partir. Ce n'est pas nouveau. C'est un schéma observé chaque fois que la pression politique remplace les procédures. Mais voici l'insight inconfortable. Ce système ne s'effondre pas malgré les démissions. Il fonctionne grâce à elles. Chaque départ enlève une voix capable de ralentir, de questionner, de freiner. Et plus la machine perd ses freins, plus elle peut avancer vite sur les dossiers qu'elle choisit. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de structure. Et une fois ce seuil franchi, la trajectoire devient beaucoup plus difficile à inverser. Alors, puis à partir d'ici, deux trajectoires se dessinent. Pas des certitudes, des dynamiques. La première est celle de l'inertie accélérée. Les démissions continuent, les bureaux fédéraux fonctionnent en mode dégradé. Les juges s'habituent à des retards, à des erreurs, à des explications qu'ils n'auraient jamais acceptées auparavant. Dans ce scénario, le système ne s'effondre pas brutalement. Il s'use. Et cette usure crée des zones grises où certains acteurs agissent avec de plus en plus d'impunité, simplement parce que personne n'a le temps ou les moyens de suivre. La seconde trajectoire est plus instable. Elle passe par un choc, un dossier trop visible, une décision trop manifestement contraire aux usages. Un juge qui refuse d'avancer. Un procès qui crash and burn, comme cela est dit à l'antenne. Dans ce cas, la crise sort des cercles internes et devient impossible à contenir. Pas par choix politique, mais parce que la mécanique casse à vue d'œil. Ce qui rend ce moment particulier, c'est que les deux chemins peuvent coexister pendant un temps. Lente dégradation d'un côté, point de rupture soudain de l'autre. Et pendant que tout le monde débat du scénario final, la réalité, elle, continue de se former. Dossier après dossier, décision après décision. La prochaine étape n'est pas annoncée, mais elle est déjà en préparation. Il y a une idée simple qui permet de relire toute cette histoire autrement. La crise du département de la justice ne commence pas quand les règles sont brisées. Elle commence quand plus personne n'est prêt à rester pour les défendre. Les démissions ne sont pas le problème central. Elles en sont le symptôme le plus audible. Quand des procureurs de carrière décrivent leur départ comme le seul geste professionnel possible, ce n'est pas une rébellion. C'est un signal d'alarme. Regarde la scène dans son ensemble. Des ordonnances ignorées, des bureaux incapables d'aller au procès, des journalistes traités comme des criminels de rue, des juges qui ne reconnaissent plus l'institution qu'ils ont toujours connue. Pris séparément, chaque élément peut être expliqué. Ensemble, ils racontent une justice qui fonctionne encore, mais sans filet. Et voici la boucle qui se referme. Une justice affaiblie n'a pas besoin d'être contrôlée ouvertement. Il suffit qu'elle perde ses gardiens internes. C'est plus discret, plus efficace et beaucoup plus difficile à réparer. Ce qui se passe maintenant au DOJ n'est probablement pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une phase où les conséquences deviennent visibles pour tout le monde. Si tu veux comprendre ce qui vient ensuite et pourquoi ce schéma dépasse largement ce cas précis, abonne-toi et reste ici. La suite est déjà en train de s'écrire.